Ciao à tutti! Nous nous retrouvons en ce début de mois de mai. En ce moment, la météo est très capricieuse. Nous avons pas mal de pluie, notamment la nuit. Hier soir, j'ai dû rallumer mon poêle à bois pour avoir un peu plus de confort. Ici, les acacias sont en pleine floraison. C'est vraiment dommage qu'il y ait autant de pluie parce que les abeilles vont récolter peu de nectar. J'ai bien peur de faire une récolte de miel de printemps assez maigre. Je vous donne des nouvelles de mon chat Otis. Je lui avais donné un traitement à base d'antibiotiques pendant 5 jours. Le bas de la patte avait dégonflé, mais malheureusement la partie supérieure continuait de gonfler. Il y a 3 semaines, mon chat Otis avait été mordu par un autre chat, sa patte avait énormément enflé. Je l'avais amené une première fois chez le vétérinaire, on lui a donné des traitements à base d'antibiotiques. Je suspectais la présence d'un abcès. Il y a environ 2 jours, c'était extrêmement gonflé. Otis a réussi à le percer, mais par précaution, j'ai préféré le ramener chez le vétérinaire. Depuis hier soir, j'administre un nouveau traitement à mon chat. Et de plus, il porte une collerette pour éviter de se lécher ses blessures. Normalement, sa situation devrait bien s'améliorer dans les jours qui viennent. Depuis que j'ai fait l'acquisition de mes poules l'année dernière, je les nourrissais exclusivement avec de l'alimentation pour poules tout près. Depuis quelques semaines, je les nourris avec du blé et du maïs. Et je dois dire qu'il n'y a pas photo. Tous les matins, quand je distribue la nourriture, elles délaissent l'aliment industriel et elles se tournent vers le maïs et le blé. Alors je me demande si je ne vais pas un petit peu diminuer les portions d'aliments industriels au profit de maïs concassé et blé. Dites-moi au niveau des commentaires si vous avez remarqué ce type de comportement chez vos poules. N'hésitez pas à me donner vos bonnes recettes. Sans doute que les aliments tout prêts sont enrichis avec différentes substances pour soutenir la ponte par exemple. Moi je me demande s'il n'est pas plus intéressant d'acheter du maïs concassé et du blé. En France, mes poules avaient accès à un grand parcours en extérieur. Je leur donnais exclusivement du blé que j'achetais auprès d'un agriculteur. Ça me revenait pas vraiment cher. Et mes poules étaient en pleine forme, le pondaient très très bien. L'année dernière, suite à une attaque de rapaces, j'avais installé un filet au-dessus de mon poulailler pour protéger toutes mes poules. Comme c'est de la fibre synthétique, je ne suis pas sûr que sa durée de vie soit bien importante. Alors ce qui est intéressant tout de même sur ce terrain, c'est qu'il y a des arbres qui poussent spontanément, notamment 2 frênes. De mon côté, j'avais planté un pommier et j'ai remarqué qu'il y avait également un second pommier qui a dû germer tout seul. J'ai dans l'idée d'offrir à mes poules un parcours en extérieur bien plus grand. Donc j'envisage de créer une ouverture dans le grillage pour qu'elles accèdent à la forêt. Pour qu'elles puissent se déplacer en toute sécurité vers les châtaigniers, vers la forêt. Hier, j'ai planté d'autres arbres pour créer une jonction entre le grillage et les châtaigniers, pour éviter toute attaque de rapaces.
Je me trouve juste derrière le poulailler pour créer la jonction entre ce poulailler et la forêt de châtaigniers. Hier, j'ai planté notamment un érable. De l'autre côté, j'ai planté un saule. J'ai planté quelques arbres fruitiers. Un peu plus haut, j'ai mis en place un merisier. J'ai placé le sol dans l'axe du poulailler parce que c'est l'arbre qui a la croissance la plus rapide. Donc, ça me permettra de faire sortir les poules plus rapidement. Une fois que les arbres que j'ai implantés hier auront bien poussé, ils offriront une liaison entre le poulailler et la forêt. Ce type d'aménagement rentre parfaitement dans le cadre d'un projet en permaculture. D'un côté, je façonne le paysage et de l'autre, je minimise les coûts pour nourrir mes poules puisqu'elles vont se nourrir de plus en plus dans la nature. Mes poules sortiront par une ouverture que je vais créer dans le grillage et ensuite elles auront accès à la forêt. J'essaierai de sécuriser un minimum les parcours. Le risque zéro n'existe pas. On n'est pas à l'abri d'un prédateur tel qu'un renard, un chien errant, un loup. Mais moi je prends le risque. Moi je considère qu'une vie sans risque, c'est une vie qui est un peu ennuyeuse. Si j'avais peur du risque, je ne serais pas venu m'installer en Italie à l'âge que j'ai. Dans cette zone, les poules pourront gratter autant qu'elles veulent. Elles vont se faire plaisir, je pense, parce qu'il doit y avoir énormément de petites choses à manger. De plus, ici, c'est une zone dans laquelle je mettrai de temps en temps mes chèvres. Donc je pense que le milieu sera de plus en plus riche, très intéressant pour tout le monde. Et au final, c'est ce que l'on recherche en permaculture. Après avoir donné à manger à mes poules, je continue la distribution de la nourriture. Là, je m'occupe des canards. Je leur donne exactement le même mélange que pour les poules. Pour compléter l'alimentation de mes canards, je leur distribue régulièrement de l'herbe. Alors j'ai trouvé une technique assez intéressante pour distribuer facilement des limaces à mes canards. Je coupe de l'herbe que je laisse en place plusieurs jours au sol. Les limaces commencent à s'agglutiner. Je n'ai plus qu'à récupérer mon tas d'herbe et à le distribuer aux canards. Depuis que j'ai acheté ces 3 canards coureurs indiens, ils se portent bien, ils sont en pleine forme. Ils sont de moins en moins sauvages. J'ai distribué la nourriture à mes poussins, ils ont bien grandi. Il y a une mauvaise nouvelle, j'ai perdu un petit poulet. Je pense que c'est Pixie qui involontairement a blessé mortellement ce poussin. Ce petit coq avait 2 blessures sur le dos. Je pense que Pixie a posé sa patte un peu trop fort sur son dos et ça lui a infligé une blessure mortelle. Pixie déborde d'énergie et c'est un petit peu son problème.
Bon, je ne lui en veux pas du tout, elle ne l'a pas fait exprès, je la connais. Je pense qu'elle a voulu ramener le petit coq vers le groupe. Elle y est allée un peu trop fort et malheureusement, il est mort. Les 5 autres poussins de la race Marans se portent très très bien. Viens avec moi. Viens Pixie, viens. Allez, viens. Allez. Depuis que mes plus jeunes poussins ont un accès à l'extérieur, je dispose des chaises de jardin. Ça leur offre un abri, ça sécurise un peu l'espace parce qu'ici il y a énormément de rapaces. Je sais que les attaques peuvent venir du ciel. Donc en disposant quelques sièges de jardin, quand il fait trop chaud, ça leur offre un peu d'ombre et on évite les attaques du ciel. Bon, derrière moi, dans la petite étable, il y en a 3 qui commencent à s'impatienter. Il faut que je m'occupe d'elles. Elles font tout pour se faire remarquer. Il faut que je les sorte. Ne me mange pas mon raisin, Tina. Alors le matin, avant de les amener dans leur parc, je leur fais manger un peu du noisetier, de la ronce, et ensuite elles vont sur l'herbe. Je dois un peu les surveiller parce que j'ai des vignes et elles sont très friandes de ça. Ça c'est bon le noisetier, hein? Après avoir réalisé un aménagement paysager sur le talus qui se trouve ici, je débute un autre aménagement paysager de l'autre côté du chemin.
Je profite des températures clémentes et de la pluie qui est tombée ces derniers jours et qui tombera dans les semaines qui viennent. À droite de mon chemin, le seul arbre que j'avais planté est un cyprès. J'avais installé une bâche d'ensilage pour faire disparaître les herbes en contrebas du chemin. Ça a été extrêmement efficace. J'ai obtenu une terre assez souple. J'ai commencé les plantations hier, je vais les poursuivre aujourd'hui. Je n'avais pas du tout prévu ce type de chantier à cette période de l'année, mais il faut dire que la météo s'y prête bien. Le sol est détrempé, les végétaux qui seront mis en place vont bien pousser, il n'y a aucun doute. En dessous de toutes ces herbes, il y a un muret en pierre qui forcément est invisible. Donc lorsque j'aurai réalisé la totalité de mes plantations, je vais récupérer mes bâches d'ensilage et je vais les positionner de façon à recouvrir cette herbe et la faire disparaître. Quand les herbes auront totalement disparu, je pourrai peut-être retravailler le muret parce que je pense qu'il est en mauvais état. Hier, j'ai mis en place essentiellement des arbres fruitiers et quelques arbres d'ornement. Je vous montre ça en détail. Ceux qui suivent la chaîne savent qu'une de mes passions est le greffage des arbres fruitiers. Quand je greffe des arbres fruitiers, j'utilise comme base des porte-greffes. Donc celui-ci en est un. C'est un porte-greffe que l'on peut utiliser pour greffer des poiriers. Son nom scientifique est Pyrrhus calleriana. Alors j'ai fait le choix de ne pas greffer cet arbre parce que j'ai remarqué que son feuillage à l'automne était magnifique. On a des couleurs pourpre, jaune foncé. C'est un très très joli arbre. C'est un arbre qui ne deviendra pas très grand. Je pense qu'il atteindra les 4 à 5 mètres. Et à l'automne, son feuillage sera magnifique. Ici, nous avons de nouveau un porte-greffe. Il s'agit d'un prunier, Prunus domestica Saint-Julien, qui permet de greffer des abricotiers et des pruniers. Pour l'instant, je le laisse à l'état naturel. Je trouve que le feuillage arrondi est très joli. On verra comment il se développe. Peut-être que je le grefferai un jour. Ici, nous avons un sorbier des oiseleurs. C'est un arbre qui peut atteindre environ 8 mètres. Il a un feuillage assez fin. Ce qui est intéressant, c'est que cet arbre produit des baies rouges qui nourrissent les oiseaux. C'est un arbre que j'avais prélevé en France pour l'implanter dans mon précédent jardin-forêt à 1200 mètres d'altitude. Ici en Italie, je pense qu'il va pousser très fort. Ici, j'ai mis en place un abricotier que j'avais fait pousser à partir d'un noyau. On verra ce que ça donne dans les années futures. Avec ce sol, je vais reproduire une expérience que j'avais menée en France dans mon précédent jardin-forêt. C'est-à-dire que je vais créer une trogne, je vais laisser pousser ce sol à environ 2 mètres et ensuite je vais l'étêter, c'est-à-dire que je vais lui couper la tête. C'est un arbre qui se prête bien à ce genre de traitement. Du coup, à partir de sa tête qui sera à 2 mètres, une multitude de branches repartiront. Je n'aurai plus qu'à les tailler, ça donnera du fourrage pour mes animaux. Cet arbre fruitier est un prunier, il s'agit de la variété Quetsch d'Alsace. Il est un petit peu petit parce qu'il a souffert lors de mon déménagement. Un deuxième porte-greffe Pyrrhus calleriana que je vous ai présenté précédemment. Ici, nous sommes en présence d'un pommier que j'avais greffé. Il s'agit de la variété Cardinal rouge. J'avais greffé ce pommier sur le porte-greffe M106. Il ne dépassera pas les 4-5 mètres.
Étant donné que je possède beaucoup de végélias, je mets en place cet arbuste qui a une floraison magnifique au printemps. Ce qui est très intéressant avec l'utilisation d'une bâche d'ensilage pour éliminer les herbes, c'est qu'ensuite dessous on se retrouve avec une sorte de paillis et je peux le réutiliser au pied de mes plantations. Cet été, ce paillage empêchera l'évaporation trop rapide. Tout ce que j'ai planté ne devrait pas trop souffrir de la chaleur. Entre deux plantations, je remonte un petit peu vers la ferme pour surveiller Pixie. Pour l'instant, tout se passe bien. Elle gère la situation. Au bord de ce chemin poussaient énormément d'orties. On peut voir que de l'autre côté du grillage, il y en a pas mal. D'ailleurs, cet ortie, je vais bientôt le tailler pour fabriquer du purin. Sous ma bâche plastique, il y a énormément de paille. Ce sont les anciennes orties qui sont mortes. Ça fournit un super paillage. Alors l'utilisation de ce paillage évitera l'évaporation de l'eau durant les fortes chaleurs estivales. Mais en plus, cette matière, c'est du carbone qui, au contact du sol, va se transformer en azote et c'est ce qui permettra à mes végétaux de bien pousser. Ici, nous sommes en contrebas de mon chemin. Nous sommes à environ 40 cm plus bas que la route. La terre est d'excellente qualité. Je ne sais pas si vous avez remarqué sa couleur. Elle est très foncée, elle se rapproche du noir. Elle est pleine d'humus. C'est une très bonne terre. Elle est beaucoup plus foncée que la terre qui se trouve du côté de mon jardin forêt. Ici, elle bénéficie des apports de toute la matière organique qui se décompose chaque année. Normalement, ça devrait pousser encore mieux que sur mon talus. Pendant que je travaille, la volaille prend des libertés, toujours sous bonne garde. C'est bien, Pixie, c'est bien.
Cette année, au niveau de mon jardin-forêt, j'essaie d'y consacrer plus de temps, j'essaie de m'imposer une petite discipline, une petite routine. Pour la première fois, je cultive des patates douces. Il y a 3 variétés différentes. On verra bien ce que ça donne. Il faudrait que je bute mes pommes de terre, mais la terre est beaucoup trop humide. Donc on fera ça un peu plus tard, c'est pas bien grave. Pour l'instant, dans cette zone, mon principal problème, c'est la gestion des limaces. Il faut que je trouve une solution pour implanter un abri pour mes canards coureurs indiens dans cette zone. Je n'ai encore rien arrêté, je ne veux pas commettre d'erreur. Il faut que je leur trouve le meilleur emplacement possible, de façon à ce qu'ils parcourent la totalité du terrain et qu'ils éliminent un maximum de limaces. Dans le cadre de mon jardin-forêt, je n'utilise jamais la totalité de sa surface. Derrière moi se trouve un petit carré sur lequel des plantes poussent spontanément. Il y a un peu de tout. L'année dernière, j'avais cultivé des poireaux. Là, ils sont en train de monter en graines. Donc, je vais laisser les plantes monter durant toute la saison. Et cet automne, je vais les coucher à l'aide d'une planche et je vais tout recouvrir par une bâche. La bâche d'ensilage va accélérer la décomposition de tous ces végétaux. Ça apportera beaucoup de carbone au sol, ça va le nourrir et ça se transformera petit à petit en azote. Viens, viens, viens me voir, viens. Allez, fais un petit effort. Otis, viens me voir. Voilà, c'est bien. Je vous présente Otis avec sa collerette. La vétérinaire a préféré lui installer ce petit dispositif pour pas qu'il se lèche ses plaies. C'est un petit peu embêtant ça, hein? Voilà, ça va aller. On va y arriver. Hein, Otis? Oui. Oui, tu es bien, oui. Allez, va marcher, va promener. Alors il y a quelques jours, en nettoyant mes ruchettes, j'ai fait une jolie découverte. Je savais que cette ruchette n'avait pas de cadre, elle était vide. Et lorsque j'ai soulevé le toit, jolie surprise. Nous avons un magnifique nid avec des petites mésanges charbonnières, elles sont trop belles. Il y a quelques jours, dans un coin de cette ruchette, il y en avait une qui était morte, je l'ai retirée. Je les filme maintenant parce que je pense que dans quelques jours, peut-être 3 ou 4 jours, ces petits oiseaux vont s'envoler. J'espère seulement que mes chats, notamment Olga, ne vont pas chasser ces petits oiseaux.
Les parents ont entièrement tapissé le fond de la ruchette, donc le nid est assez gigantesque pour ces petits animaux. C'est vraiment une prouesse d'ingénierie, c'est vraiment très très bien construit. Le fond est constitué de brindilles un peu grosses, il y a de la mousse, des poils d'animaux, quelques fibres de tissu. Vraiment magnifique. On va les laisser tranquilles, je vais refermer la ruchette. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pensez à liker la vidéo, à la partager. N'hésitez pas à faire des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.